Donc Happy Capital est une plateforme de financement participatif qu'on appelle également crowdfunding. Alors moi, Happy Capital est spécialisé sur le haut de bilan, donc les actions, ce qu'on appelle l'equity crowdfunding. Nous disposons d'un agrément de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers. Et en fait, on permet à des entreprises, à des PME qui ne sont pas cotées, de lever des fonds auprès des particuliers comme à la bourse. Voilà. Ensuite, je sais pas, tu veux te présenter, puis on alterne peut-être, c'est plus dynamique. On va se présenter, on alterne, on peut faire les questions. Comment nous sur Capital. Quelques mots dont je me présente. Je suis Julien Parot-Dubosc, je suis le fondateur et le dirigeant de 2 sociétés. Je vais intervenir surtout pour une des 2 ici aujourd'hui. Donc la première, c'est une société que j'ai créée à Bordeaux qui s'appelle Concours Mania, dont le siège est implanté donc ici. Une société qui se développe sur la partie ouest de l'Europe et également au Canada. On a ouvert un bureau il y a 2 ans maintenant à Montréal. Donc c'est une société dans le domaine du digital. Donc les sujets effectivement de croissance que nous allons beaucoup voir. Vous allez voir à travers beaucoup d'ateliers ici aujourd'hui, j'imagine. Et à travers des sujets de levée de fonds, puisqu'on a levé en private equity et on est également allé s'introduire en bourse, puisqu'on est coté sur le marché Alternext à Paris. Donc je dirais que pour mon entreprise, j'ai connu les 3 phases: le développement sur fonds propres, c'est-à-dire se développer avec à peu près rien, le développement avec des fonds, avec un fonds d'investissement qui vous dit je mets de l'argent effectivement chez vous, donc le private equity, et la bourse qui est une étape clairement intéressante. Tu en parlais, alors maintenant qui est enrichi avec finalement des dispositifs un peu intermédiaires et très riches en fait, qui complètent et qui préparent, mais voilà, une autre étape dans le développement. Donc ça c'est ma première casquette. Et ma seconde, c'est qu'avec plusieurs entrepreneurs ici à Bordeaux, nous avons créé un accélérateur de start-up. Alors un accélérateur de start-up, c'est une structure qui va sélectionner, identifier des très beaux projets et qui va leur permettre d'aller éviter de faire les erreurs les plus courantes qu'on a pu tous connaître en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire identifier ce qui va faire finalement des ingrédients à succès dans l'équipe, dans la manière de gérer sa croissance au démarrage, comment aller lever des fonds. Donc tous les sujets qui vont intéresser un entrepreneur et une start-up, on va essayer d'apporter du mentorat, de l'aide, de l'accompagnement et un petit peu plus tard des fonds, puisqu'on intervient au capital en deuxième temps. Cet accélérateur s'appelle Emera. Voilà, il a été créé il y a bientôt 1 an et on a déjà une douzaine de startups que nous accompagnons. Donc je vais avoir l'occasion d'en parler et de compléter. Et vous investissez même dedans, hein? Oui, voilà, le fonctionnement en fait d'Emera, c'est que, alors l'idée elle est assez simple, c'est qu'un entrepreneur ou une équipe vient nous voir, on parle, on échange, on découvre le projet qui nous est présenté. Alors la règle, c'est qu'on n'est pas dans les dossiers. Vous savez, ici il y a toujours beaucoup d'organismes avec plein de dossiers toujours à remplir. On voit toujours des gens qui passent leur temps à remplir des dossiers. Alors nous, la règle déjà, juste pour vous donner vous ayez un peu le ton, c'est qu'on dit vous venez avec le dossier qui vous plaît le plus, avec celui que vous avez rempli pour un autre organisme ou uniquement votre slideshow. Venez surtout nous présenter votre projet. On n'a pas envie de vous faire de la paperasse supplémentaire. Donc vous venez nous parler. Si on pense que le projet vaut le coup, on accompagne, on fait rentrer dans Emera, et là pendant plusieurs mois on va intervenir sur donc ces sujets d'accélération, leur éviter de faire des erreurs, et un peu plus tard, comme tu le dis, on va entrer au capital, c'est-à-dire si on a cette conviction que la société est arrivée à un âge intéressant, on va lui dire ouvre ton capital, et je vais faire la transition avec toi, ouvre ton capital parce qu'il y a plein de possibilités. Et notamment le crowdfunding, mais aussi la levée en fonds propres auprès d'un organisme. Je te passe la parole là-dessus. Allez, ça marche. Alors, moi ce que je dois vous dire au préalable, c'est les principales règles du crowdfunding qui viennent de changer, puisqu'un décret a été publié le 29 octobre de cette année. Donc jusqu'à présent, jusqu'au 29 octobre, on pouvait lever des fonds jusqu'à 1 million d'euros en crowdfunding auprès des particuliers, du public, des entrepreneurs. Et on ne pouvait procéder qu'à des opérations d'actions, des actions simples ou des obligations non convertibles. Donc les actions, c'est vous achetez des actions d'une entreprise. Les obligations, c'est un prêt obligataire qui doit être remboursé avec un taux d'intérêt. Ce qui a changé, c'est que depuis le 30 octobre, on peut lever jusqu'à 2,5 millions d'euros. Donc ça présente beaucoup d'avantages. Je ne pense pas que ces 2,5 millions d'euros, on les lève auprès des particuliers dans un premier temps.
mais ça va permettre des opérations de co-investissement avec des professionnels de l'investissement que sont les business angels ou des fonds d'investissement ou des banques. Voilà, donc ça c'est le premier point. On peut également procéder à on peut émettre ce qu'on appelle des obligations de préférence avec des droits différents des autres, ce qui était interdit avant. Et les actions maintenant, les obligations pourront être convertibles. Ensuite, ce qui est intéressant en crowdfunding, alors il y a plusieurs formes, il y a plusieurs plateformes, il y a en gros une vingtaine de plateformes en France. Alors il y en a qui sont un peu dédiées à l'immobilier. Nous, on est spécialisé au niveau de Happy Capital sur les entreprises, PME, start-up ou entreprises en développement. Et alors, une de nos particularités, c'est qu'on étudie tout secteur d'activité et tout stade de vie. À partir du moment où, dans les critères de sélection, il faut que l'entreprise existe. Parce que, en fait, pour ouvrir son capital, il faut qu'on puisse émettre des bulletins de souscription et donc il faut qu'on ait un numéro de registre du commerce. Il faut également, alors les projets qui se prêtent plutôt au crowdfunding, ce sont des projets à caractère B2C, c'est-à-dire à destination du consommateur final, ou alors des activités qui sont B2B2C, c'est-à-dire entre deux entreprises, mais dans la finalité et le consommateur final, tout simplement parce que quand on investit dans un projet, et c'est la question qu'on se pose nous systématiquement quand on sélectionne des projets, c'est est-ce qu'on investirait à titre personnel, est-ce qu'on investirait dans ce projet? Et donc si on n'arrive pas à trouver le lien qui nous fait investir dans ce projet, l'intérêt, ça ne fonctionne pas. Et quand c'est en fait on finance une activité qui travaille avec une autre entreprise, une entreprise qui travaille avec une autre entreprise, les gens sont plutôt désintéressés. Alors on a une particularité qui est équivalente à celle d'Emera, c'est qu'on est une plateforme engagée et on est la seule plateforme à faire ça. On investit systématiquement à côté des porteurs de projets, dans tous les projets qui sont sur la plateforme, et on investit dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on investit à la même période et avant ce qu'on appelle la prime d'émission, c'est-à-dire la valorisation de l'entreprise. Voilà, on enchaîne sur quoi après? Sur les... Peut-être on va peut-être passer ce qu'on peut vous proposer, parce que vous voyez, on a le micro, on gère comme on le veut. Ce qu'on peut vous proposer peut-être, c'est de vous donner quelques, si t'es ok évidemment, mais quelques éléments, quelques conseils clés. Ouais. Si jamais vous avez un sujet d'ouverture du capital, ou vous vous posez des questions sur ce que vont être les atouts en fait pour lever des fonds, ce qui va intéresser un investisseur. Et puis après, donc ça on peut vous proposer tous les deux, puis après on peut répondre aux questions et faire un échange avec vous. Je pense que ça sera interactif et probablement utile. Quelques petits conseils, j'imagine qu'on aura peut-être des redites, mais en tout cas les choses il faut bien avoir ça en tête, c'est qu'un investisseur, quand il regarde un dossier d'investissement dans une société, il va regarder évidemment plein de choses, mais il y a quand même des grandes règles, des choses assez fondamentales. La première chose qu'il va regarder, il faut que vraiment vous ayez ça en tête si jamais vous voulez ouvrir votre capital, c'est la question de l'équipe. Qui porte le projet? J'ai presque envie de dire la question numéro 1 est centrale, et là en termes de comparaison, dites-vous que la rencontre avec un investisseur, c'est exactement la même chose que la rencontre avec un recruteur ou un recruté. C'est comme un entretien de recrutement, on va regarder les qualités de la personne, sa capacité à évoluer, à faire face aux difficultés, à rebondir, à aller loin, à voir les choses de manière suffisamment ample pour pouvoir aller très loin. Donc il y a une dimension de présentation personnelle. Donc soignez, notamment quand vous rencontrez un investisseur, soignez la présentation de votre équipe, venez avec les fondateurs, parce que c'est essentiel. Ça va être avant toute chose une question humaine. Et j'ai jamais vu un dossier de qualité qui serait passé s'il n'y avait pas eu cet élément sur la qualité de l'équipe. Donc première chose. Deuxième chose, c'est l'attraction. Alors l'attraction, en fait, c'est souvent cette espèce parfois de petits malentendus qu'il peut y avoir avec un projet d'investissement. C'est que vous avez beaucoup de gens qui cherchent à lever des fonds, et c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, qui disent: je comprends pas, j'ai un beau projet, j'ai un bon marché, j'ai plein de choses, les investisseurs ne me font pas confiance, ils ne me donnent pas d'argent. Conclusion, évidemment, les investisseurs sont frileux. Voilà, ça c'est la conclusion classique. Non, en fait, il y a quand même quelque chose qu'il va falloir donner un moment à un investisseur qui va être totalement clé, c'est lui expliquer comment
l'injection d'euros, d'argent dans votre projet va faire que vous allez effectivement décoller. Un investisseur n'est pas là pour vous donner de l'argent pour faire des tests, pour regarder si votre marché existe vraiment, si votre produit est au point ou ce qui nécessiterait de l'améliorer. Il va surtout vouloir comprendre, même avec des petites métriques, des petits KPI, des indicateurs qui vont faire que ce qui est déjà testé, si c'est une application, la transformation se fait bien. Si c'est un site d'e-commerce, votre panier, il transforme correctement. Si c'est une satisfaction sur un service, les gens répondent « oui, je comprends bien le service et oui, je veux continuer ». Ils comprennent ça. Vous mesurez tous vos indicateurs et pendant des mois, vous devez travailler ces indicateurs-là. Et après, il n'y a plus qu'à mettre du carburant. Et en fait, l'investisseur, il est là pour mettre de l'essence dans votre moteur. Mais votre moteur, fondamentalement, vous avez déjà montré comment il pouvait fonctionner. Et troisième chose, et après je te passe le micro, c'est le momentum, qui est souvent quelque chose assez clé là, dans le processus de levée de fonds. C'est qu'il y a certains moments où on peut lever, d'autres où c'est un peu plus compliqué. Et il faut savoir le faire aussi à un bon moment. Alors là, c'est pas du tout une stratégie, c'est de la pure opportunité. C'est la capacité à sentir le moment où votre produit, votre projet est en train de prendre de l'ampleur et aller chercher des fonds à ce moment-là. Et ça, c'est très compliqué parce que parfois on le fait un peu tôt, parfois un peu tard. Il faut arriver à le faire au bon moment. Donc si vous avez commencé à avoir des relations presse et médias qui s'intéressent à votre projet, c'est le moment d'aller chercher des fonds. Si vous commencez à avoir des utilisateurs dont le nombre enfle très très vite, vous commencez à avoir beaucoup de monde, c'est le moment d'aller lever des fonds. Donc ce momentum, il est essentiel et souvent, une levée de fonds est réussie quand elle est faite aussi au bon moment. Merci. Alors pareil, au niveau des observations, elles sont toutes exactes. Concernant le crowdfunding, il va falloir ajouter quelques éléments. Alors déjà, moi, la première chose, en dehors de l'équipe également, j'essaie de savoir si le porteur de projet... Alors déjà, à quoi vont servir les fonds? Est-ce que c'est plutôt du haut de bilan ou du bas de bilan? Parce que parfois, ils se trompent. Ils viennent nous voir pour un financement qui, en réalité, dont les fonds sont destinés à du bas de bilan, alors qu'en réalité, ils viennent nous voir en haut de bilan, donc ça n'a pas d'intérêt, on est un peu hors sujet, même si parfois ils peuvent venir parce qu'ils ont obtenu des refus en bas de bilan et que c'était justifié parce que le mal des entreprises françaises, on le sait, c'est d'être sous-capitalisé. Donc c'est une bonne chose d'aller chercher des fonds et d'augmenter son capital, ses fonds propres, pour après pouvoir être financé par la banque. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, puisqu'on parle de crowdfunding, on va déjà regarder si c'est au niveau de la communication, puisqu'on va communiquer, c'est sur Internet, donc on va transmettre des informations. Donc la deuxième question à se poser, c'est est-ce que c'est confidentiel? Qu'est-ce qui est confidentiel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Du coup, si le projet, par exemple, on m'a soumis des projets dans l'aéronautique spatiale défense, le porteur de projet me décrit son projet, je dis bon, ça alors on pourra l'expliquer, on pourra en parler. Ah mais non, j'ai un contrat avec l'armée, je ne peux pas expliquer ça. Bon, on ne peut pas faire de crowdfunding puisqu'on ne peut rien expliquer. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième, enfin il y en a plein, mais la troisième, c'est est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous êtes prêt psychologiquement à ouvrir votre capital? Parce que ça veut dire que vous allez avoir des actionnaires. Vous allez devoir, il faut être prêt à rendre compte, il faut être prêt à faire des assemblées générales, à partager. Il faudra partager une partie des dividendes quand il y aura des dividendes. Il faudra transmettre de l'information. Donc c'est une démarche un peu, souvent, quand on a son entreprise, c'est son bébé, et on a du mal à en donner une partie. Et donc c'est un des points essentiels, et on a souvent refusé des dossiers parce qu'on sentait que le porteur de projet, il n'était pas prêt à ça. Ensuite, comme on est en crowdfunding, l'autre dimension, c'est la dimension communication. Donc il faut que vous soyez prêts, il faut que vous, si vous voulez faire du crowdfunding, il faut que vous réfléchissiez en vous disant il faut créer une communauté. Il faut se dire, j'ai pas des clients, mais j'ai une communauté. Ça veut dire que j'ai une présence sur Internet, je suis actif sur les réseaux sociaux, j'ai une identité numérique. Parce qu'en fait, la première réaction quand des investisseurs qui viennent pour voir votre projet, déjà ils vous comparent aux autres projets, donc il faut qu'ils soient plus attractifs. Et ensuite, ils vont taper le nom de votre société, ils vont taper votre nom, le nom de votre équipe, et ils vont regarder ce qui existe. Et donc, si vous n'avez pas d'identité numérique, pour ces internautes investisseurs, vous n'existez pas. Donc, le travail de préparation est très important et relativement long. Et quand les porteurs de projets viennent nous voir, il faut que je lève, parce que c'est le moment.
sauf que rien n'a été préparé. Donc il faut vraiment, c'est des questions, les réseaux sociaux, les relations presse, à préparer vraiment bien en amont, plusieurs mois avant. Et ensuite, il y a plein d'autres éléments financiers et juridiques. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'avocats dans la salle, on pourra en parler. Mais l'aspect financier et juridique également, valorisation, pacte d'actionnaires sont très importants. On pourra certainement les aborder tout à l'heure. Comme promis, on va peut-être vous passer la parole si vous avez des questions particulières, et on va s'efforcer d'y répondre. Qui c'est qui se lance? Voilà. En général, c'est le premier toujours, mais là, on n'a aucun problème. Très bien. Bonjour. Bonjour. Une question concernant l'investissement, l'investisseur externe. Si en amont, on a déjà fait rentrer un investisseur, mais qui lui n'est pas en apport industriel, mais qui est plus une compétence que nous n'avons pas sur le projet, que nous avions besoin, pour faire rentrer avec un gain en capital mensuel son objectif. Est-ce que ça peut être un frein derrière aux investisseurs externes qui eux vont amorcer de cash? Est-ce qu'il y a des mécanismes dans cet apport de ces compétences qui peuvent être les plus adaptés en tout cas pour continuer à grossir et à avoir justement cette licence? Alors juste pour que tout le monde ait la question, parce qu'en plus c'est retransmis à côté, donc je vais répéter et reposer votre question. Est-ce qu'il y a des difficultés lorsqu'un investisseur veut rentrer au capital, à ce que dans le tour de table, ou en tout cas dans l'équipe des fondateurs, se trouve quelqu'un qui a apporté autre chose que les fonds au départ, qui n'est pas strictement un fondateur, mais quelqu'un qui serait présent sur un apport industriel par exemple, et comment on peut traiter, alors est-ce que c'est un obstacle et comment on peut traiter ce type de besoin? Je vais juste répondre peut-être sur une start-up, c'est quelque chose qui est très classique, et on revient sur le sujet dont on parlait, du point de l'équipe. Un investisseur va surtout vouloir s'assurer que les meilleurs sont présents dans la société, donc fondamentalement de voir quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses au projet être présent dans l'équipe fondatrice, parce que pour lui, il va le voir de cette manière-là. Ça sera plutôt quelque chose d'enrichissant et un plus. Donc il n'aura pas la religion du pourcentage, d'ailleurs en général c'est assez secondaire. Et juste pour y répondre d'un point de vue très technique, il y a des outils aussi qui permettent de gérer la montée en puissance progressive d'un collaborateur ou d'un associé, enfin surtout un collaborateur au capital. Ça va être tout ce qui est BSPCE, BSA, donc des outils juridiques et financiers assez simples. Vous avez des avocats qui vous mettent ça en place sans problème et qui permettent de faire monter au capital progressivement un collaborateur ou une personne clé en fonction de validation d'étapes. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ouais. Oui, donc je partage en fait sur le sujet des BSA ou BSPCE, il y a des mécanismes qui existent. Après, il faut bien réfléchir à quel moment et de quelle manière vous voulez activer la valorisation de ces compétences. Tout dépend si cet apport en industrie, à quel moment il est fait en réalité. Ça dépend d'ailleurs si c'est un apport en industrie ou un apport en compétences qui va être transformé en BSA. Ça peut avoir un impact sur la valorisation de l'entreprise. Donc après, il y a l'aspect juridique, mais il y a aussi l'aspect financier. Donc, par exemple, avant de faire une levée de fonds, on va faire une table de capitalisation avec les pourcentages. Après, on va faire la table de capitalisation s'il y a des BSA, en activant les BSA, ce qu'on appelle le fully diluted, que certains connaissent dans la salle. Et ça aura un impact sur votre valorisation et donc forcément sur le montant que vous devrez lever. Voilà. Donc, et après, il y a des techniques, vous devrez faire peut-être appel à un commissaire aux apports. Voilà, donc il faudrait voir votre cas précis pour pouvoir répondre à votre question, mais c'est possible. Hein, c'est possible. A priori, c'est pas un handicap. Excusez-moi, je vous coupe. Les discussions peuvent se prolonger un peu ici, mais l'intervention suivante va commencer dans la salle à côté. Donc pour ceux que ça intéresserait. D'accord. Merci. Juste pour rebondir, puisque la valorisation du peuple est supérieure, on amène une compétence qui n'existe pas dans le monde. Est-ce que la valorisation est peu? C'est là que les BSPCE rentrent en ligne de compte, ça sort progressivement. Et il y a des chances, si ces compétences arrivent et se créent au fur et à mesure, ou génèrent de la valorisation au fur et à mesure, il vaut mieux opter pour un mécanisme type BSPCE. Si c'est déjà acté, en fait tout dépend si c'est acté ou pas. Si c'est pas acté, donc il faut utiliser ce mécanisme. Si c'est acté, ça vaut le coup de réfléchir, savoir si on en tient compte dans la valorisation, en faisant un apport avec un commissaire aux apports qui va faire la valorisation.
Mais là, c'est pareil, il y a plusieurs techniques de valorisation. Nous, on demande, quand on le fait nous-mêmes, qu'il y ait à minima 2 méthodes de valorisation. Et les méthodes de valorisation sont différentes si vous êtes une start-up ou une société en développement. Donc c'est assez technique et c'est souvent adapté à chaque cas. Qui se lance là? Voilà, là-bas au fond. Bon, je commence sur le micro. Alors nous, par exemple, j'ai déjà vous donné un préalable, c'est qu'on n'opère aucune levée de fonds si jamais le montant à lever dépasse 50% de votre valorisation. Il ne faut pas que les nouveaux actionnaires soient majoritaires. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut effectivement qu'on puisse valoriser votre société. Donc, est-ce qu'il y a du contenu? Est-ce que vous avez des abonnés? Donc, il y a plein de méthodes de valorisation différentes. On peut valoriser sur des coûts de reconstitution, c'est-à-dire on peut dire, vous avez déjà travaillé pendant 8 mois, 12 mois sur votre projet. Effectivement, il n'y a pas de chiffre d'affaires, mais par rapport à ce que vous avez commencé à créer, un site internet, vous avez des abonnés, il y a des choses. Alors, on me dit qu'il faut arrêter, donc j'en prends pour 30 secondes. Et, donc, on va essayer de donner une valeur à votre entreprise. Donc, c'est possible, mais il faut du contenu. S'il n'y a pas de contenu, par exemple, nous on a valorisé des projets dans le domaine de la recherche avec des brevets. Donc là, c'est facile. Il n'y a pas de chiffre d'affaires, mais il y a des brevets. Donc les brevets, on peut les valoriser. Vous avez des abonnés, on peut les valoriser. Vous avez une invention, on peut la valoriser. Vous avez quelque chose de tangible, on peut valoriser. Vous n'avez rien, on ne peut rien valoriser. Une idée, ça ne se valorise pas. Aujourd'hui, on ne sait pas valoriser des idées. Oui, juste en complément, il y a un petit distinguo qui est peut-être utile et qui fait écho à votre question, c'est que là, il y a deux grands piliers dans les levées de fonds tout de même. Le capital développement, donc une entreprise qui a déjà du chiffre d'affaires, qui a déjà de l'activité. C'est radical. Continue. Une entreprise, on va se faire mettre dehors. Oui, simplement. On a compris. Ouais. Parlez fort. Je vais parler fort, voilà. Effectivement, le capital développement, c'est pour une entreprise qui a déjà du chiffre d'affaires, qui a déjà de la rentabilité, qui a déjà une activité qui tourne avec une équipe. On va activer. Ah oui, il marche. Merci. Le capital développement, là, qui a déjà de l'activité, il y a déjà le micro. Je parle dessus. Hyper activé sur le secteur et entraîner toute une cascade d'événements qui vont générer c'est bon, des effets. C'est l'avantage avec un entrepreneur, c'est que même quand on lui dit c'est fini, il continue. Capital développement, oui. Capital développement, en effet, la société a déjà de l'activité, elle a déjà de la rentabilité très souvent. En tout cas, elle a vraiment ces volumes d'affaires qui font qu'il n'y a plus qu'à injecter pour qu'elle change de taille. Et là, on va parler d'entreprises qui font déjà parfois 1 million, plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et après, il y a le capital risque, qui lui, par définition et dans son nom même, est beaucoup plus risqué. On peut avoir des activités, des sociétés ou des projets qui ont absolument 0 € de chiffre d'affaires. Alors là, on voit les différences culturelles qu'il peut y avoir, par exemple, entre des projets qui sont financés en France, sur lesquels les investisseurs, ne nous racontons pas d'histoire, aiment bien qu'il y ait quand même déjà un peu d'activité, et des sociétés américaines, où là vous avez parfois des investisseurs qui souhaitent même surtout pas qu'il y ait d'activité parce qu'ils veulent que l'équipe se concentre par exemple sur le produit, le projet. Donc on a deux philosophies différentes, mais vous voyez que dans l'esprit, le capital risque, lui, il va être vraiment sur un projet, un très grand pari, et à se dire qu'est-ce qui va faire que cette équipe, ce marché, ces premiers indicateurs que je vois, et le moment justement dans lequel on va pouvoir mettre les fonds, tous ces ingrédients-là seront là, et ça va faire un succès. Alors à la Facebook évidemment, vous savez Facebook, quand ils ont levé des fonds par exemple, leur principal indicateur en réalité, c'était le seul, c'était de dire actuellement le temps que passent les gens sur Facebook, le temps qu'ils passent dessus, est supérieur au temps que passent les gens devant la télé, les mêmes utilisateurs. Ils passent plus de temps sur le réseau social que sur la télé. Cet indicateur-là, c'était la preuve pour un investisseur que la population allait passer du temps, il y avait quelque chose du temps média qui était complètement nouveau. Les indicateurs derrière étaient absolument inopérants et inintéressants, mais rien que cet indicateur-là, ça donnait suffisamment de données pour aller loin. Je vous passe ce que donne Facebook aujourd'hui. Vous voyez que le pari était celui-là. C'était le seul bon indicateur d'ailleurs. C'était effectivement, est-ce que c'est en passe
de devenir un nouveau média, interactif bien sûr, mais un média qui prend plus de temps que la télé, et c'est gagné. Donc, vous voyez, parfois, et là il n'y a pas de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous avez vu les films là-dessus. Développement et capital risque. Pardon ? Vous faites les deux, vous ? Alors sur Emera, on est uniquement dans du capital risque, parce que par définition, on part du principe que les entrepreneurs ont besoin de notre éclairage, de nos conseils, de nos réseaux, parce qu'on fonctionne beaucoup avec des mentors qui sont en réseau. C'est surtout pas nous qui donnons que nous. On prend les meilleurs sur chacun des sujets. Donc on apporte. Facebook, donc. Ben voilà, ça serait dans l'idéal, effectivement, ça serait ça. Et le capital développement, c'est pour des sociétés qui sont très bien accompagnées d'ailleurs par ailleurs et qu'on laisse sur la chaîne. Ce qu'il y a de bien, d'intéressant dans le. Et je fais un peu écho à l'introduction qu'on a eue au départ, c'est que la région dans laquelle on vit, on a aujourd'hui à chaque étape des interlocuteurs qui se mettent en place. Ça va de l'accompagnement au départ par des structures publiques, le crowdfunding, des business angels, on n'en a pas assez mais il y en a, du capital développement, du capital risque, on essaie d'y répondre à travers l'accélérateur. On a tout le monde qui commence à y répondre et c'est une bonne initiative qu'un événement comme aujourd'hui se fasse parce que ça permet aussi à beaucoup de se présenter, de montrer ce qui existe. Voilà. Vous Oui, avez le potentiel. Oui, la région, il y a le potentiel. Dans le cadre du capital risque, Oui. comment on gère la répartition des actions? Si quelqu'un décide de jouer au loto, en fait, en se disant, bon, ben là, j'y crois et j'y vais, alors que le capital de la société est ridicule, comment se fait la répartition, en fait? Nous, on essaie de le faire à partir d'une valorisation, mais au départ, on demande toujours, avant de faire la valorisation ou de regarder la valorisation, on demande toujours également aux dirigeants combien il est prêt à céder de son capital. Pour quel montant? Souvent, on le fait dans ce sens-là, et après, on fait la valorisation. Ça fait penser, il y a quelques années, je levais des fonds et j'étais allé rencontrer un fonds d'investissement à Paris dans lequel Microsoft est actionnaire. Et le directeur de participation me pose une première question à mon client et lui dit est-ce que vous avez un .com? Non. Bon, ben au revoir, parce que déjà si le projet n'est pas à dimension internationale, il considère qu'il n'est pas intéressant. Et puis ensuite, on a abordé le sujet de la valorisation. Et donc là, à l'inverse, on lui demandait, mais en fait, vous investissez quel montant et pour quel pourcentage? Et là, il a dit, ben, en fait, nous, on va jusqu'à 1 million d'euros, ils investissaient jusqu'à 1 million d'euros. Ils investissaient en moyenne entre 700 000 euros sur les projets dans lesquels ils croyaient moyennement, 1 million quand c'est des projets dans lesquels ils croyaient énormément, et la valorisation, elle était faite à l'inverse. Il fallait qu'on ait en gros 51% et les 49% pour le dirigeant. Voilà. Après, ça dépend systématiquement de plein d'autres critères. Chaque fonds d'investissement a ses critères. Nous, en crowdfunding, on essaie d'établir l'équilibre entre les investisseurs et les porteurs de projets. Donc il faut que les investisseurs, quand ils rentrent, ils puissent, au vu du développement de votre activité, au moment où ils vont céder leur action, on va leur acheter leur action, qu'ils puissent vraiment faire une plus-value. Donc ça a un impact sur la valorisation. On a plutôt tendance à avoir des valorisations, si on regarde entre les valorisations hautes et basses, on est sur les valorisations basses des entreprises. Et fondamentalement, il faut se mettre à la place d'un investisseur aussi. Certes, il veut maximiser son investissement, c'est normal, il investit des euros pour récupérer plus que ces euros. Maintenant, il a besoin que les entrepreneurs, les équipes dirigeantes soient très impliquées dans les projets. Donc il est inconcevable qu'ils prennent une part trop importante du capital. Donc là, il faut enlever le fantasme d'un investisseur qui prendrait une part complètement dominante du capital. C'est du pragmatisme, hein. C'est juste qu'il faut qu'il y ait un cheval qui tire l'attelage, hein, et pour que le cheval tire bien, il faut qu'évidemment il soit intéressé à le faire. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux, au contraire. Voilà, bah écoutez, on va vous redonner, on est à votre disposition si vous avez des questions. Merci.